Bonsoir. Donald Trump met sa menace à exécution. Le président américain intente une nouvelle poursuite contre un média. Cette fois, il s'attaque au Wall Street Journal et à son propriétaire Rupert Murdoch. Il leur réclame au moins 10 milliards de dollars en dommages et intérêts pour diffamation. Hier, le quotidien avait publié un article qui affirme que Donald Trump aurait envoyé une lettre d'anniversaire salace en 2003 à Jeffrey Epstein, qui a été accusé par la suite de nombreux crimes sexuels. Alors, Marie, à Washington, Donald Trump, donc, il nie complètement avoir écrit cette lettre. Oui, Geneviève, pour Donald Trump, cet article, il est faux, il est malveillant et il est diffamatoire. Voici ce qu'il a écrit un peu plus tôt dans la journée sur son compte Truth Social. Je vais vous le lire. Le Wall Street Journal a publié une fausse lettre prétendument adressée à Epstein. Ce ne sont pas mes mots ni ma façon de parler. De plus, je ne fais pas de dessin. Un Donald Trump furieux, donc, qui lance des poursuites contre le Wall Street Journal pour diffamation. Ce n'est pas la première fois que Donald Trump poursuit un média en justice. Le président américain avait déjà pris pour cible CBS News et ABC News en tant que candidat à la présidence, mais c'est la première fois qu'il s'attaque à un média en tant que président. Alors, qu'est-ce qui se trouvait exactement dans cet article en question à l'origine de cette action en justice? Eh bien, selon le Wall Street Journal, Donald Trump aurait écrit une lettre salace, comme vous le disiez, à Jeffrey Epstein en 2003 pour ses 50 ans. Dans cette lettre, Donald Trump y aurait dessiné une femme nue et sous la taille de cette femme apparaîtrait la signature de Donald Trump. Il y aurait écrit aussi, entre autres, je cite, « Un ami est une chose merveilleuse, bonne fête et que chaque jour soit un nouveau secret merveilleux ». Le président qui, avec cette action en justice, met le point sur la table et espère bien se débarrasser de cette affaire qu'il poursuit déjà depuis quelques années. Ah oui, et là, la pression est particulièrement forte cette semaine, Marie, au point où l'administration Trump s'adresse à la Cour fédérale et demande à ce que des documents judiciaires liés à l'affaire Epstein soient rendus publics. Oui, Pam Bondi, la ministre de la Justice, a demandé à un juge de lever le secret judiciaire sur l'affaire Epstein. Alors, ce n'est pas une garantie, puisque le juge va devoir octroyer cette demande. Et la levée du secret judiciaire, c'est quelque chose qui est très protégé, car cela pourrait porter atteinte aux victimes notamment. D'après les derniers sondages, les Américains tous partis confondus veulent plus de transparence dans cette affaire. Je vous propose d'écouter Mike Johnson, le président de la Chambre des représentants. There's no daylight between the president and House Republicans on transparency. And he's been very clear that he wants all credible information, credible evidence to be turned over to the people so that the people can decide. Alors, je tiens à préciser que la levée du secret judiciaire, ce n'est pas la publication de tous les documents dans cette affaire. C'est ce que voulaient notamment les partisans MAGA de Donald Trump. Et comme je le disais plus tôt, si le juge octroie cette demande, une grande partie des témoignages sera éditée pour protéger les victimes. Donc, on ne s'attend pas à de grandes révélations. Oui, et la décision, on l'attend toujours finalement. Marie Claudet à Washington, merci. Merci à vous. Il y a une autre nouvelle qui secoue les médias américains. CBS a décidé de mettre fin à la très populaire émission The Late Show with Stephen Colbert au terme donc de la saison qui est en cours, alors en mai prochain. Le réseau évoque des raisons financières, mais rappelle quand même qu'il y en a certains qui rappellent quand même que CBS a besoin du feu vert de l'administration Trump pour pouvoir réaliser une importante fusion. L'animateur aussi multipliait chaque soir les blagues envers Donald Trump. Et le président, lui justement, s'est réjoui des déboires de cette émission phare de fin de soirée. Voici Louis-Philippe Trozzo. C'est la fin d'une époque dans le monde des émissions de fin de soirée. CBS débranchera en mai prochain sa très populaire émission The Late Show with Stephen Colbert. Yeah, I share your feelings. Véritable institution télévisuelle, l'émission a été fondée en 1993 par un autre grand du petit écran, David Letterman, pour concurrencer The Tonight Show de NBC. Il y a un grand public qui regarde ça. Et oui, on associe ça à de l'humour, parce qu'il y en a. C'est ça l'ADN un peu de l'émission. Mais c'est aussi la façon de parler d'enjeux politiques qui sont pas toujours... c'est pas toujours facile d'aborder ça, mais on peut le faire avec une touche d'humour.
I don't know what you all are talking about, but everybody I talk to is talking about what Donald Trump doesn't want to talk about. So... Virulent critique du président Trump, Stephen Colbert a récemment critiqué son réseau pour avoir versé 16 millions de dollars à Donald Trump afin de clore des poursuites concernant un traitement jugé favorable envers Kamala Harris lors d'une entrevue en campagne présidentielle. Now, I believe this kind of complicated financial settlement with a sitting government official has a technical name in legal circles. It's big fat bribe. Un pot de vin selon Colbert, puisque la société mère de CBS attend présentement le feu vert de l'administration Trump pour fusionner avec une société de production cruciale à sa survie. Les gens qui se posent la question, est-ce qu'il y a des raisons politiques derrière ça? Est-ce que c'est pas plutôt soit pour punir, en quelque sorte, Colbert ou pour faire plaisir au président? Le premier mandat de Donald Trump, on le voyait déjà, il critiquait les émissions de fin de soirée, il critiquait les journaux. On le voit avec l'affaire Epstein qui menace de poursuite certains médias. Alors, c'est vraiment dans le style de Trump d'attaquer les médias. La direction de CBS, elle, évoque par communiqué une décision purement financière qui ne serait en aucun cas liée aux performances de l'émission ou à son contenu, même si The Late Show était l'émission la plus regardée au pays dans son créneau. Sur son réseau social, le président s'est réjoui de la nouvelle et il semble déjà identifier sa prochaine cible, l'animateur Jimmy Kimmel d'ABC. Une apparence de censure inquiétante pour le syndicat des scénaristes qui demande une enquête sur la suppression du Late Show. Ici Louis-Philippe Trozzo, Radio-Canada, Montréal. Alors, je poursuis maintenant sur la relation tendue entre les médias et Donald Trump avec Martine Saint-Victor, stratège en communication. Bonsoir, Martine. Bonsoir, Geneviève. Il y a eu plusieurs poursuites de la part de Donald Trump envers des médias dans les derniers mois. Et là, ce soir, on ajoute celle du Wall Street Journal, une poursuite en diffamation colossale. Est-ce que la presse est encore libre aux États-Unis? La réponse courte, c'est oui. Est-ce qu'elle est menacée? La réponse courte, c'est oui aussi. Mais je pense qu'on a vu depuis l'inauguration de Trump, on a vu l'accès à la salle de presse de la Maison-Blanche restreinte pour certains médias. On a vu son attaque, par exemple, à la Associated Press parce que la Associated Press ne voulait pas appeler le golfe du Mexique le golfe de l'Amérique. Oui. Alors, on voit qu'il y a quand même cette pression. Et surtout, Geneviève, ce qu'on voit depuis l'inauguration de M. Trump, c'est de grands noms qui quittent les médias. On pense à Jim Acosta et à d'autres grands noms, mais aussi les patrons de 60 Minutes, par exemple, qui ont vu leurs mains liées un peu. On dit, nous, on ne peut pas continuer à faire notre travail de manière rigoureuse avec cette espèce de pression des patrons qui ne veulent pas trop déplaire au président. Oui. Louis-Philippe nous en parlait. Donald Trump, quand même, a eu gain de cause aussi dans certaines de ses poursuites. Là, il y a Paramount, justement, qui lui a versé 16 millions de dollars sans faire d'excuses, toutefois, là, en raison d'une entrevue qui était litigieuse. Disney aussi, qui a accepté de payer la même somme, c'était pour une entrevue d'ABC News. Est-ce que ça crée des précédents? Est-ce que ça peut encourager d'autres médias à capituler aussi lorsqu'ils se retrouvent poursuivis par l'administration? Oui. Ce qui est intéressant avec le paiement de 16 millions de dollars et qui a vraiment fait grogner les journalistes à CBS, c'est que tous les juristes, tous les avocats qui ont parlé de ces causes ont dit qu'il n'y avait pas de cause. Et en plus, c'est-à-dire que, oui, il n'y avait pas d'excuses à faire, mais non plus, il n'y avait pas de torts qui ont été commis et ça a été prouvé et reprouvé. Alors, on attaque le joyau de CBS qui est 60 Minutes. Et en plus, le président, il a gagné cette élection. Il est attaché, si vous voulez, à la campagne encore. Donc, est-ce que ça crée un précédent? Oui. Un peu la même chose avec ABC, cette interview avec George Stephanopoulos, c'est-à-dire que le président est dans une position, dès qu'il est mécontent, il menace de poursuivre. Alors, c'est devenu un modèle d'affaires, si on veut. Et je pense que ce qui se passe avec le Wall Street Journal, c'est peut-être là où il va frapper un mur, parce que c'est un média conservateur. On ne peut pas traiter ce média de partisan, de libéral ou de démocrate. C'est archi faux. Et le propriétaire, qui est Rupert Murdoch, les reins solides. Il en a vu d'autres. C'est-à-dire il a été poursuivi plusieurs fois en Angleterre, notamment, mais c'est aussi le propriétaire du New York Post et le propriétaire de Fox News, qui est assez pro-Trump. Alors, quand le président hier dit, vous savez, j'ai appelé Rupert Murdoch pour lui dire que c'est un torchon, ça fait frémir personne.
parce que c'est vraiment devenu un modèle d'affaires et on voit que M. Trump ne prend aucune critique et c'est vraiment le premier président à réagir ainsi à chaque fois qu'on ose remettre en question ou sa parole ou ses actions. Stephen Colbert, justement, il avait critiqué son employeur pour avoir fait ce règlement avec Trump. Trump qui s'est réjoui de la fin annoncée de son émission, qui a dit que le prochain, c'était Jimmy Kimmel. Est-ce que les émissions d'humour, ces émissions de fin de soirée comme ça, satiriques, est-ce qu'elles ont autant de latitude sous Trump qu'avant? En fait, ce qu'on a vu, c'était une espèce d'accalmie après l'inauguration de Trump cette année. Et puis, c'est revenu. Pourquoi? Parce qu'il y avait une grande collective, si on veut. Vous savez, quand on attaque Medicaid, quand on attaque les universités, quand on attaque les médias, les émissions de fin de soirée sont ces espèces de plateformes de résistance. Et on a vu qu'ils ont repris la critique. Est-ce qu'ils ont plus de latitude? Je crois qu'elles en auront autant, au moins autant. C'est à suivre. Évidemment, il y a le côté financier, le côté économique. Lorsqu'on évoque la fin de cette émission de fin de soirée de CBS, l'excuse officielle sont les résultats financiers. C'est peut-être vrai. Ce ne sont pas des émissions qui sont aussi rentables qu'avant, mais qui sont rentables. Là où on doit avoir une vigilance collective, je crois, c'est lorsque ces grands groupes financiers achètent des médias, ça veut dire que chaque brocheuse, chaque feuille de papier doit être justifiée et chaque entité doit être très rentable, alors qu'avant, quand on avait des propriétaires, entre guillemets, privés, dans le cas de CBS et la famille Redstone, il y avait quand même une mission. Il y avait une mission. On disait, cette émission, c'est du divertissement, cette émission, c'est de la nouvelle. Alors, l'entité, oui, devait faire de l'argent, mais pas à tout prix. Ce qui est étrange avec la fin du Late Show, c'est qu'on n'a même pas demandé un redressement. On n'a pas dit, écoutez, essayez de réduire les dépenses. On a dit, on arrête, tout simplement. Donc, il y a une perte culturelle, il y a une valeur dans ces émissions de fin de soirée, surtout dans un contexte dans lequel où les gens tournent le dos aux médias traditionnels, aux nouvelles traditionnelles, parce que le monde brûle, les gens sont fatigués de voir ça. Les émissions de fin de soirée sont réconfortantes et on arrive quand même à avoir des nouvelles. C'est-à-dire que hier, il y avait le congressman Andrew Schiff qui a parlé du vote d'avant-hier, avec des détails dans un segment de 12 minutes, ce qui est impossible à une émission un téléjournal, par exemple. Donc, il y a une valeur. Le visage de CBS va changer. Est-ce que la matinale de CBS est la prochaine? Peut-être. Est-ce que les autres émissions de fin de soirée aussi vont y passer? C'est à suivre. Je pense que la raison qu'on a donnée financière est valable, mais je pense aussi que de critiquer son employeur comme Colbert a fait, c'est toujours risqué. Oui, exactement. Voilà. Ce qui est du jamais vu aussi avec Trump, c'est le ton, avec le ton qu'il emploie en fait pour s'adresser aux journalistes. Et ça, on l'a vu en fait depuis son premier mandat. On vous a préparé d'ailleurs un aide-mémoire, justement, plusieurs exemples qui datent des dernières années. I don't know who you are, but only a very evil person would ask a question like that. Let's hear the question from this very low-rated anchor at CNN. The American public is tired of people like you that are just one-sided, horrible people. Do you acknowledge that you didn't think Keep your voice down, please. Keep your voice down. Cette attitude de Donald Trump, Martine, en terminant, est-ce qu'elle a des conséquences sur la confiance de la population envers les médias? Je ne sais pas si elle a une conséquence sur la confiance, mais elle a une conséquence sur les journalistes. C'est-à-dire que pour eux, c'est de plus en plus dangereux de faire leur travail. Et c'est ça la conséquence de ce mépris qu'a le président pour les médias. Et on voit la naissance de ces médias alternatifs. Certains sont bons parce qu'ils ont été commencés par de vrais journalistes, mais certains, il faut se le dire, ne tiennent absolument rien. Donc oui, il y a des conséquences. Sur la confiance des médias, il faudra voir les chiffres et s'en reparler. Ah oui, c'est ça. On n'a pas parlé de la présence des influenceurs aussi, qui est de plus en plus grande à la Maison-Blanche. Oui. Ça contribue aussi à ces enjeux, disons, de confiance de la part de l'électorat. Martine Saint-Victor, c'est toujours tellement intéressant. Merci beaucoup d'être venue ce soir. Avec plaisir. On se voit en août. Absolument. Au revoir.